Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Abdou Karim Sakho. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ancien conseiller technique à la primature, mais également conseiller technique de 5 ministres de l'urbanisme. Vous êtes urbaniste de formation, donc avec l'arrêt, la suspension des transactions sur le littoral, une commission ad hoc est annoncée pour faire la lumière sur les occupations sur le DPM, le domaine public maritime. Pour vous, c'est la bonne formule? Bonsoir Ablaye. Oui, je pense que c'est la bonne formule, mais comme tout le monde, je viens d'être informé, donc je ne vais pas m'avancer de trop. Alors, j'attends les thèmes de référence pour voir ce que les gens vont proposer pour me prononcer. Voilà. Mais justement, quels devraient être les TDR, les termes de référence d'une telle commission? Non, je ne vais pas me prononcer ça. Peut-être que c'est la commission qui doit travailler sur ça. Maintenant, si je suis choisi dans la commission, je pourrais dire mon avis, mais actuellement, je ne peux rien dire. Parce que sans les TDR, on ne peut pas savoir, par exemple, là où, par exemple, ces gens veulent aller. Vous pourriez être coopté, vous pensez qu'on va vous appeler? Non, ça aussi je pourrais pas me prononcer. Non, vous dites si je fais partie de la commission, peut-être que vous êtes au courant que vous pourriez faire partie de la commission. On vous a contacté concrètement? Est-ce qu'on vous a... On m'a pas contacté, mais en tant que technicien, oui, je pense avoir ma place là-bas. C'est ça. Je pense avoir ma place dans cette commission. Mais si ne me contacte pas aussi, voilà, j'ai demandé quels devraient être les TDR de cette commission. Puisque vous ne répondez pas à la question, je vais m'y prendre autrement. Selon vous, quelles sont les solutions pour le littoral? Les solutions, encore, c'est pas à moi de les définir, mais j'ai mes idées. Oui. Ouais. J'ai par exemple des propositions que je peux faire à l'endroit de l'autorité. Oui. La première proposition, c'est de faire l'état des lieux. À travers des drones, on peut par exemple filmer tout le littoral et savoir l'état des lieux des occupants. La deuxième proposition, c'est par exemple, après avoir fait l'état des lieux, procéder à ce qu'on appelle un droit de reprise. C'est-à-dire qu'il y a certains Sénégalais qui ont été, par exemple, qui ont fait l'objet de délivrance de terrain, qui n'ont pas encore commencé à construire. On peut reprendre ces terrains. La troisième préoccupation, c'est par exemple de conseiller à Monsieur le Président de la République de prendre un décret pour créer ce qu'on appelle le Grand Prix du chef de l'État. Excusez-moi, vous avez parlé des Sénégalais qui ont bénéficié de terrains là-bas. Il y a également donc des étrangers. Vous ne parlez pas des étrangers. Il y a des infrastructures hôtelières également, touristiques et hôtelières. Non, dans un cadre général, je parle des occupants. Oui. Et les ayants droit. C'est-à-dire qu'il y a certains Sénégalais ou certains étrangers, comme vous le voulez, parce que si qui vous ont des dites, titres, si vous dites des Sénégalais, qui ont des baux ou bien des titres fonciers. Mais là, tu sais que quand l'État a besoin de ces titres... Et c'est sûr qu'il y a des non-Sénégalais qui en ont aussi. Mais évidemment, parce que le Sénégal est un tout, le Sénégal est un pays démocratique. Donc du coup, si vous spécifiez Sénégalais seulement, uniquement, cela pose problème à mon niveau. En tout cas, à mon niveau de compréhension. Donc j'ai dit les occupants et les ayants droit. Donc les occupants cette fois. Les ayants droit. C'est ceux qui ont par exemple des titres, soit c'est des baux ou des titres fonciers. Voilà. Donc vous étiez à proposer un grand prix. Un grand prix du chef de l'État pour la baie la plus propre, la baie la plus résiliente. Parce qu'aujourd'hui sur le terrain, on décompte 10 baies. Il y en a 10? Il y en a 10, Yoff, Ouakam, Fan, Mermoz, Terroubaï Sogui. Donc il y a 10 baies qui longent le littoral. Maintenant, une fois que le président aura par exemple lancé ce grand prix du chef de l'État pour la baie la plus propre, les riverains et les populations auront en charge de faire en sorte que ces baies-là puissent être bien nettoyées et bien entretenues. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, ou bien la troisième approche, c'est de créer ce qu'on appelle un plan national d'urbanisme et d'architecture. Avec ce plan, on va faire en sorte que toutes les habitations ou toutes les constructions sur le littoral seront harmonisées. Et on va faire des quotas. 30% de construction, 30% de VRD, 30% de verdure, 30% de circulation
et ensuite créer des plages. Ok. Pour faire comme Copacabana au niveau du Brésil. Au Brésil, oui. Voilà. Il y a également l'idée de créer des taxes de privilèges. Oui, là aussi, c'est la quatrième préoccupation que je dois, par exemple, proposer aux autorités, c'est de créer la taxe de privilèges littoral. C'est ce qui, aujourd'hui, entrave les Sénégalais de voir la mer, vous devez respirer l'air qui vient de la mer, doit payer. Et cette taxe-là, on doit l'instituer. Voilà. Et quel devrait être le baromètre, je veux dire, ou les barèmes le barème, pour taxer le barème peut être calculé au mètre carré de surface occupée et de surface bâtie. Exactement. Voilà. Alors, il y a le système également des quotas. On en a parlé un peu en off. Vous m'avez parlé de système de quotas sur le littoral. Non, pas de quotas. J'ai parlé du plan d'urbanisme et du plan d'architecture. Ok. C'est-à-dire, là aussi, ce sont les architectes, l'ordre des architectes, qui doivent, par exemple, rencontrer l'État et d'en parler. Faire en sorte que toutes les constructions sur le littoral soient des constructions standardisées, autonomes, pour qu'elles soient attrayantes au niveau de toutes les baies, et faire en sorte que, par exemple, les gens qui vont fréquenter le littoral sauront que là, nous sommes dans un cadre résilient et vraiment bien entretenu. Alors, un autre levier, la renonciation. Comment faire pour obtenir... La renonciation, c'est de faire en sorte que, par exemple, vous, M. Der, vous avez un terrain, par exemple, dans la République, après les Sénégalais, à une citoyenneté ou un engagement pour avoir, par exemple, un littoral bien entretenu. Vous dites, voilà, moi, je renonce à mon titre. Il y a des gens qui l'ont fait. Voilà. Et on fait comment pour les... j'en ai parlé tout à l'heure, les infrastructures hôtelières qui sont déjà installées là-bas... On va le faire payer des taxes. Construites à coût de dizaines de milliards. Il faut payer. Il faut payer la taxe de privilège. Qu'ils soient arrangés dans ce système. Mbour 4 également, un autre gros problème. Et d'ailleurs, il y a eu... le site a reçu la visite de terre. On va le dire comme ça, du président de la République. Comment régler ce problème-là également? Ce problème, c'est facile à régler. Le président l'a dit, il va retirer tous les tirs, c'est tout. Il va tout retirer. Et c'est ça qui est normal. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ça, si on le fait, tout le monde est tranquille. Voilà, c'est ça. À l'époque, en déclassifiant... Oui, c'est-à-dire Mourkat est parti de la déclassification de la forêt classée. Alors, j'étais en ce moment-là conseiller technique du ministre Diène Farba Sarr. Ils ont déclassé par décret présidentiel. Et ensuite, ça a produit ce que ça a produit. Toutes ces dérives que vous voyez découlent de ça. Voilà. Vous étiez moi, j'étais foncièrement contre. Comme tout le monde nous connaît. Donc, vous avez anticipé la question. Voilà, c'est ça. Vous n'étiez pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais été d'accord sur ça. Mais vous n'aviez pas démissionné. Vous êtes resté en poste. Moi, je suis un fonctionnaire. Je ne démissionne pas. Soit je suis là, ou bien on m'affecte. Exactement. Comme on me l'a toujours fait. Oui, vous faites le boulot jusqu'au bout. Voilà, mais selon vous, avec tous ces problèmes fonciers, quel a été l'impact de l'acte 3 de la décentralisation? Est-ce que cela a été une solution ou ça a amené plus de problèmes que de solutions? Moi, je pense que l'acte 3 a été vraiment l'acte qui a commis plus de dégâts dans ce pays en matière foncière. Parce que d'ailleurs, quand tu viens chez nous dans le Nyombato, tu trouves des communes qui peuvent avoir des salles pour tenir le conseil municipal. Il n'y en a pas. Faute de bonnes conditions ou bien... Et ça, tu le trouves partout au Sénégal. Aujourd'hui, tous ces marchands ambulants que vous voyez à Dakar, c'est des gens qui ne peuvent plus travailler chez eux. Parce que les maires ont vendu toutes les terres. Toutes les terres sont vendues. Il n'y a plus de champs. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que d'une commune à une autre, il y a d'abord des interférences. Souvent, oui. Il n'y a plus de terre. Parce qu'il y a beaucoup de litiges fonciers dans les communes, comme vous dites, mais surtout les communes rurales. Oui, il y en a beaucoup. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous rencontrez des communes qui n'ont même pas
1000 habitants. Et ça, c'est un problème. Une commune qui est composée de villages, ça vous ne trouvez qu'au Sénégal. Parce que la commune, elle doit être, par exemple, un périmètre encadré. Mais c'est au Sénégal seulement que vous trouvez une commune avec plus de 95 ou 90 villages qui tournent autour de cette commune. De cette commune, oui, effectivement. Maintenant, et les maires, ils font des lotissements partout. Il n'y a plus de terre. Effectivement. Donc ces gosses-là sont obligés de revenir à Dakar pour vendre ou faire ces petits métiers. On ne peut pas vous avoir sans parler de la sécurité des bâtiments. Souvent, on voit des bâtiments qui menacent ruine à Dakar. Dans les régions également, il y en a. Et beaucoup qui s'effondrent. Et certains même, des bâtiments en pleine phase de construction qui tombent. Oui, là aussi, également, c'est un vrai problème. C'est un problème de respect des procédures. Vous savez, au Sénégal, nous avons la meilleure administration. Le problème qui se pose, c'est le respect des textes et des lois. Maintenant, si vous avez des gens qui ne respectent pas les textes, qui font fi de ce que dit l'urbanisme, de ce que dit la police, de ce que dit la gendarmerie, ils construisent, après il y a les politiciens qui courent derrière pour les protéger. Éventuellement aussi les marabouts. Ça aussi, il faut en parler. Donc ça, c'est le syndrome du Sénégal. Nous avons les meilleurs textes, mais c'est l'application qui pose problème. Alors, en termes d'urbanisme et d'aménagement, on n'a pas, aujourd'hui nous avons les meilleurs textes d'Afrique. L'urbanisme, c'est d'abord la planification. Il y a les outils de planification urbaine, tout est en place. Mais le problème, c'est l'éducation des masses. On doit éduquer les populations pour leur faire comprendre que le cadre de vie, c'est quelque chose qu'on doit vraiment donner une certaine importance. Alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui au Sénégal. Alors le cadre de vie impacté par le BRT qui a débuté son exploitation aujourd'hui même, mercredi. Êtes-vous convaincu par la pertinence du BRT, du bus rapide transit, comme on l'appelle? Bon, je dois d'abord féliciter M. le Président de la République Macky Sall pour avoir réalisé ce chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Mais je dois aussi vous faire une confidence. Quand j'ai été informé du projet de BRT, j'ai adressé une correspondance à son Excellence, le Président Macky Sall, pour lui dire mes préoccupations. Cette correspondance est restée sans suite. Quelles étaient ces préoccupations? La première préoccupation, c'était d'abord de considérer cette emprise qui fait plus de 100 mètres. Vous venez, vous mettez le BRT. C'est fini. Alors, quand il y a place, la ville de Dakar est une ville dynamique. On devait penser à créer ce qu'on appelle le métro de Dakar. Parce que Dakar est une ville qui évolue, à l'image des autres villes d'Afrique. Aujourd'hui, avec le BRT, on ne peut plus rien faire. Et cet axe-là, on ne peut plus le retrouver à Dakar. Ça, c'est un problème. Donc, moi, mon point de vue, c'est d'abord de faire le métro de Dakar. Et sur le métro, créer une très grande avenue, un très grand boulevard, à l'image des Champs-Élysées de Paris, avec de grands arbres, et faire 2 fois 4 voies. Faire 2 fois 4 voies. 2 fois 4 voies, mais vous parlez du métro de Dakar, l'impact environnemental, mais surtout le coût du projet doit être sans commune mesure avec un BRT. Non, moi je suis pas d'avis. Peut-être que c'est un problème de moyens qui s'est posé. Non, je ne crois pas. C'est un problème de conseil. C'est des conseils. Il faut écouter les conseils des uns et des autres. Même si c'est de manière empirique, je me dis qu'un kilomètre de BRT et 1 kilomètre de métro... Moi, je ne crois pas que le métro... Sur une emprise, comme vous l'avez dit, de 100 mètres. Je ne crois pas que le métro allait coûter plus cher que le BRT. Ça, je suis convaincu. Le métro aurait pu coûter moins cher. Oui, parce que le métro, tu creuses et puis tu mets des installations. C'est tout. Donc vous étiez plutôt favorable à un métro. Alors qu'avec le BRT, d'abord vous avez les installations routières, ensuite vous avez les installations au-dessus. Et ça a complètement faussé le tissu urbain. Parce que ce n'est pas un projet intégrateur. Ça, on le trouve. Comment ça? Le mobilier urbain du BRT. Oui. Mais des gares et stations. C'est ce que vous voulez dire. Il n'y a pas une cohérence avec le tissu urbain de Dakar. Ça, c'est un problème. Rien que ça, moi je pense que le BRT, aujourd'hui, allait coûter plus cher que le métro de Dakar. Et on aurait gagné en surface. Parce que si vous faites le métro en underground et en upground,
vous faites le BRT, ou bien vous faites un très grand boulevard avec 2 fois 4 voies. Et on ne peut pas... il y aura moins d'embouteillage et la circulation elle est plus fluide. On ne peut pas faire un métro et un BRT. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Ah oui? Maintenant, c'est fini. On ne peut plus faire de métro. Sinon, on casse tout et on reprend. Même ailleurs, sur un autre tracé. Où est-ce que vous allez le trouver à Dakar? C'est impossible. Mais c'est le travail. Sinon vous allez casser, dédommager des gens et ça allait coûter beaucoup de milliards. À l'image de l'autoroute à péage. Ça ne vaut pas la peine. Et ça, c'est un problème. C'est là où je ne suis pas d'accord avec le BRT. Mais le BRT en soi est un très bon projet. Merci beaucoup, Abdou Karim Sakho. Je vous remercie. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.